Salut gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre premier cours d'études des aliments, le cours sur l'eau. N'importe quand, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mio, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si jamais vous voulez qu'on se parle de vive voix, ça va me faire plaisir. Si vous voulez qu'on organise des séances live, ça va me faire plaisir aussi pour répondre à vos questions. Mais là, on se plonge dans le cours sur l'eau. Plongez. Donc, on va voir la provenance des aliments, les bases de la chimie de l'eau, la molécule de l'eau, les phases de l'eau. Là, 2, 3, 4, là, vous êtes un peu fait. On va voir la base de la chimie. Ça va être nécessaire pour tous les autres cours. Vous allez voir, si vous êtes capable de passer à travers ce cours-là, vous allez être capable de passer à travers tous les autres cours pour ce qui est de la chimie. Ça va être le pire. Mais on voit la base. C'est vraiment le fun. C'est la base de la vie, c'est la base des aliments. Puis après ça, on est capable d'expliquer pas mal tout ce qui nous entoure, du point de vue chimique. En tout cas, ça, c'est assez intéressant. En 5, l'utilité de l'eau dans les aliments. On va voir, oui, des slushs de couche-tard, si vous voulez, mais on va voir de la cuisson aussi. On va voir toutes sortes de trucs en lien avec de l'eau. J'ai le sucre à la crème en tête, je commence à saliver. Comment l'eau solubilise-t-elle, justement? Puis finalement, partie 7, on va voir un peu la répartition de l'eau dans le monde. C'est pas super génial en ce moment. Il y en a tout plein qui ont soif. C'est bête de faire un cours sur l'eau comme ça, en présentant juste la cuisine, sans présenter ceux qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc ça va être le premier cours de l'étape 1. Le deuxième cours de l'étape 2, ça va être sur l'énergie. Puis après ça, on va avoir notre examen. Vous allez voir, ça devrait bien se passer. On va donc commencer avec le début. On va remonter un petit peu dans le temps, il y a 3,9 milliards d'années. Donc, pas longtemps après la formation de la planète Terre, il y a 4,5 à peu près milliards d'années. Le dernier impact stérilisateur, le dernier météore qui s'est écrasé sur Terre, qui a fait un impact stérilisateur, c'est il y a 3,9 milliards d'années. Tu sais, quand l'impact est suffisamment grand pour faire bouillir tous les océans, vous êtes certain que c'était stérilisateur. Fait que le dernier méga météore que la Terre a reçu, c'est il y a 3,9 milliards d'années. Fait que s'il y avait de la vie qui s'était développée sur Terre avant, parce que oui, il y avait de l'eau, ben elle a dû bouillir avec les océans, avec le dernier impact. Fait que tu sais, au début, c'était assez chaotique, la vie de la planète Terre. Ça s'est stabilisé, ça s'est calmé. Heureusement pour nous aujourd'hui, c'est pas mal plus stable quand on regarde Météo Média. C'est rare qu'ils annoncent des tempêtes de météores, mais à l'époque, c'était fréquent. Ben, c'est sûr que c'était pas Météo Média, mais en tout cas. Fait qu'il y a 3,9 milliards d'années, dernier impact stérilisateur. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'atmosphère? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? Dans l'atmosphère, c'était du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du soufre, de l'azote, du méthane, du carbone, bref. Il y avait tout ça. Et dans les océans, il y avait du cyanure, il y avait de l'ammoniac, il y avait de l'acide nitrique, il y avait évidemment de l'eau. Il fallait bien que quelque chose bouille là-dedans. Et ça, on appelle ça la soupe primordiale. C'est là-dedans que baignaient les premiers organismes vivants. Puis on pourrait peut-être le voir à l'envers. C'est qu'avant que la vie apparaisse, avant que la vie se développe, il y avait ces molécules-là dans l'eau, dans l'air. Et c'est à partir de ça que la vie a dû apparaître sur Terre. D'ailleurs, en 1953, Miller a créé une expérience absolument géniale. Il a repris ces composés-là qu'il y avait dans l'atmosphère, dans l'eau, a mis ça dans des fioles, a scellé ça hermétiquement, a chauffé, rajouté de l'électricité. Il a fait toutes sortes d'expériences avec. Et une fois de l'expérience terminée, des fois ça durait quelques temps, d'autres fois des semaines, des fois des mois, on a refait l'expérience des tonnes de fois depuis ce temps-là en rajoutant, en enlevant certains trucs. Et systématiquement, ou presque, il y a des acides aminés, des gras et des sucres qui sont générés d'une façon tout à fait naturelle. Fait que vous prenez ces molécules-là, vous leur donnez un peu d'énergie, puis ils vont finir par s'assembler en protéines, en gras et en sucre. Si on mange encore ça aujourd'hui, quand on parle d'études des aliments dans un cours de cégep, c'est parce qu'au tout début, les premières molécules dans lesquelles la vie est apparue, ben, il y avait déjà ça dans leur environnement. Fait qu'on fait juste perpétuer cette tradition-là. Ou d'un point de vue mécanistique, c'est justement ces molécules-là qui se sont assemblées ensemble pour développer la vie sur Terre. Fait que c'est quand même hot. Puis après ça, il y a eu toute une course. Donc, la Terre a 4,6 milliards d'années. Dernier impact stérilisateur, c'est il y a 3,9 milliards d'années. Et après ça, ça prend pas plus que 400 millions d'années, puis la planète Terre était peuplée de bactéries partout. Fait que la vie s'est développée avec ses protéines, avec ses gras, avec ses sucres, puis les bactéries, comme nous, mangent ces trois choses-là et se sont développées partout sur Terre. On a beaucoup de preuves aussi que la vie est apparue beaucoup plus tôt, pas longtemps après le dernier impact stérilisateur, mais quand même, on est absolument certain qu'il y a 3,5 milliards d'années, il y avait de la vie partout sur Terre.
Fait que les premiers organismes, on suspecte fortement qu'ils étaient hétérotrophes, c'est-à-dire un peu comme un humain, il ne fait pas de la photosynthèse pour produire sa propre nourriture. Non, les premières bactéries, ils baignaient déjà dans une soupe de protéines, de gras et de sucre. Ils mangeaient tout partout. Et par après, les premières cellules autotrophes, les premières capables de faire de la photosynthèse, entre autres, sont apparues puis produisaient leur propre bouffe avec la lumière du soleil, par exemple. Puis là, après ça, il y a eu une divergence entre animaux, végétaux et compagnie. Mais au tout début, on baignait dans de la bouffe. Fait que les premières mangeaient toute la nourriture qui était disponible tout autour. Fait que ça faisait pas un boom extraordinaire de bactéries parce qu'il y avait une quantité de nourriture limitée. Fait que si vous avez X quantité de protéines, sucres, lipides, on ne pourra pas avoir bien plus de bactéries que cette quantité-là parce qu'ils vont finir par se battre entre elles pour aller chercher la nourriture. Mais quand les premières cellules ont développé la photosynthèse pour la première fois, là, on s'est mis à avoir une abondance de nourriture. Il y a eu un boom extraordinaire de vie sur Terre. Et là, après ça, on a peuplé les bactéries, les premières cellules capables de faire de la photosynthèse, ont peuplé toute la planète Terre là, abondamment. Fait que, puis là, après ça, on a eu un équilibre à travers tout ça. Sauf que, vous avez déjà entendu parler de la pollution, la première grande pollution qu'il y a eu sur Terre qui a créé comment on appelle ça déjà? Joriane, comment on dit ça déjà? Extinction massive. Merci Joriane, heureusement que tu es là. Quand les cellules capables de faire de photosynthèse prenaient le CO2 pour transformer ça en oxygène et en sucre, l'oxygène, pour elles, c'était un déchet. Fait que le carbone qu'il y avait dans le CO2, ils gardaient pour patenter des molécules de sucre, de gras et de protéines avec ça. Mais l'oxygène, il y en avait trop dans le CO2. Fait qu'ils pitchaient ça et c'était un déchet. Au début, il n'y avait pas tant d'oxygène que ça dans l'air, mais à cause des cellules capables de faire de la photosynthèse, le taux d'oxygène a monté. Puis, premier problème, la majorité des cellules n'étaient pas habituées d'avoir autant d'oxygène autour d'elles. Puis il y a eu beaucoup d'oxydation. Probablement qu'il y en a beaucoup qui sont mortes là-dedans. T'sais, ça prend de l'oxygène dans l'air pour que l'eau rouille, pour que les forêts brûlent et compagnie. Mais plus que la concentration de l'oxygène, c'était la diminution du CO2 dans l'air qui était problématique. Parce que le CO2 permettait un effet de serre assez efficace et maintenait la planète Terre chaude. Si on diminue le CO2, on diminue l'effet de serre, on diminue la température et on est tombé dans un cercle vicieux. La température a tellement chuté que les pôles se sont agrandis. Le pôle nord et le pôle sud ont pris de plus en plus de place. Or, comme c'est blanc, ça reflète davantage de lumière, donc ça se refroidit puisque la Terre va accumuler moins de lumière du Soleil. Donc, ça se refroidit plus, les pôles s'agrandissent, la lumière rebondit davantage, donc la Terre se reproduit plus. Vous voyez le cercle vicieux. Sans parler que plus il fait froid, moins il y a d'humidité dans l'air, moins il y a d'effet de serre, plus la planète Terre se refroidit. Donc, il fait plus froid, donc moins d'humidité dans l'air. On est tombé dans un cercle vicieux tellement grave qu'on a eu la Snowball Earth. Maintenant, les deux pôles se sont rejoints à l'équateur et la planète Terre qui tournait autour du Soleil n'était pas une planète bleue à cette époque-là. C'était une Terre boule de neige. C'est la première extinction massive et c'est dû à cause des déchets des êtres vivants de cette époque-là, l'oxygène. Nous, on l'utilise, l'oxygène. On a réussi à transformer ce déchet-là en quelque chose d'absolument essentiel pour notre vie, mais à cette époque-là, la majorité des cellules sont mortes. Mais il y en avait une gang. Il y en avait une dans la gang qui était particulièrement bien adaptée pour survivre. Sauf qu'avant, ça allait pas super bien. Elle était plutôt balèze par rapport aux autres. Fait qu'elle n'était pas vite. Elle se multipliait pas aussi rapidement que les autres cellules autour d'elle, qui étaient entre 100 et 1000 fois plus petites qu'elle. Fait qu'elle se déplaçait, mais elle pouvait stocker de l'énergie par contre. Fait que quand le taux de sucre tout autour s'est mis à diminuer, parce que quand il y a de la neige partout, pas facile de faire de la photosynthèse en dessous des océans. Fait que tout le monde mourait. Fait que les bactéries mouraient, puis ces grosses cellules-là avaient accumulé de la bouffe, puis ils étaient capables de manger les autres bactéries autour. Ils étaient dans un environnement propice pour survivre. Fait que dans la première extinction massive, il y a 2,5 milliards d'années, ça a été super favorable à l'apparition des premières cellules eucaryotes, les cellules hyper balèzes, nos ancêtres à nous, qui viennent des bactéries, mais qui sont beaucoup plus grosses, qui sont super bien organisées par rapport aux bactéries. Bon, là, il y a du spécisme là-dessus, mais bâchons allègrement sur les bactéries.
J'ai pas de problème avec ça. Fait qu'ils ont organisé leur noyau avec l'ADN à l'intérieur pour le protéger de l'ADN, pour pas qu'il y ait d'oxydation, pour pas qu'il y ait de mutation. Ils se sont mis à faire un peu d'esclavage avec leurs mitochondries. Ils ont capturé des bactéries pour produire de l'énergie pour elles à l'intérieur de la cellule. On a encore ces mitochondries-là en dedans de nous. Bref, ils se sont super organisés et quand la Terre s'est décongelée, elles ont pu proliférer. Les bactéries étaient encore là, elles sont encore là aujourd'hui, mais nos ancêtres ont pu dominer pendant qu'il y avait tout plein de neige et ça leur a donné un boost, ça leur a permis de survivre jusqu'ici. Sauf qu'il y a 1 milliard d'années, il y a un autre épisode un peu triste. Là, cette coup-ci, c'est les communistes russes. Non, c'est pas vrai, ils n'étaient pas encore là, mais quelque part en Sibérie, malheureusement, il y a eu des plaques tectoniques qui se sont déplacées. Il y a eu énormément de fumée qui est arrivée dans l'atmosphère. Ça a empêché les rayons de soleil de rentrer sur Terre, fait que la température a chuté. Deuxième épisode de Terre boule de neige, extinction massive à la grandeur de la planète, ça va pas bien, les bactéries meurent en grande quantité, les cellules eucaryotes, nos ancêtres, meurent en très grande quantité, mais dans cet environnement hostile-là, il y avait des cellules capables de coopérer ensemble. Et on en a encore aujourd'hui. Là, vous prenez ces cellules eucaryotes-là, ils ne sont pas multicellulaires, sont seules, ils sont assez indépendantes, sauf quand le taux de nourriture tout autour d'elles diminue. On les met dans un pétri, on diminue la quantité de sucre, mettons qu'il y a dans ce pétri-là, et les cellules vont se coller ensemble et ils vont se partager la nourriture. S'il y en a une dans la gang qui tombe sur un coin, un spot où il y avait plus de sucre, ils vont se partager cette nourriture-là entre tout le moton de cellules qui se sont liées ensemble. Puis si vous remontez le taux de sucre dans votre solution, ben là, les cellules vont redevenir j'ai juste célibataire en tête. Autonomes. Ils vont se promener toutes seules par elles-mêmes. Mais il y a eu une de ces colonies de cellules-là qui sont restées ensemble et ça a formé les premiers organismes multicellulaires. On pourrait imaginer les premières éponges, mettons. Au début, ça ressemblait à des moisissures, mais les premières éponges ressemblent à ça. Puis après ça, ça n'a pas pris grand temps. Les premiers animaux naissaient. On est dans la ligne logique de cette évolution-là, de coopération entre les cellules. Il y a eu une spécialisation entre les cellules qui devaient, je ne sais pas moi, prendre des crayons ou manger ou digérer. Mais bref, on vient tout d'il y a 3,9 milliards d'années, cette soupe primordiale où il y avait des protéines, des sucres et des lipides, et on mange encore aujourd'hui toute la même chose. Fin de la petite histoire, c'est ça le début de l'alimentation sur Terre. On peut difficilement remonter plus loin que ça, sinon il n'y en avait pas de Terre. Peut-être un autre épisode assez intéressant, c'est il y a 12 000 ans à peu près. À ce moment-là, la température sur Terre s'est beaucoup stabilisée. Il faisait assez froid, la température n'était pas de changer, chaud, froid. Quand les humains plantaient des graines une année puis que ça poussait, c'était formidable. Mais l'année d'après, il faisait super froid. Les graines qu'ils plantaient, ça poussait pas. Fait qu'on n'était pas super porté à l'agriculture. Mais il y a 12 000 ans, à peu près, la température sur Terre s'est stabilisée. Et sans Internet, sans Facebook, sans Snapchat ou ce que vous voulez, les êtres humains, sans communiquer, sont mis à développer l'agriculture partout sur Terre. Fait qu'en Mésoamérique, on s'est mis à cultiver les fèves, le maïs, les courges, la marante, la dinde, à élever des dindes. C'est pas pour rien. Les êtres humains, avant, il y a 12 000, s'il vous plaît, 12 000 ans, ils étaient aussi intelligents qu'après. Sauf que l'environnement était devenu propice à faire de l'agriculture. Fait que partout sur Terre, on s'est mis à cultiver. Fait qu'on parle de patates, de courges, d'arachides, de quinoa, de manioc. Hey, c'est quand même drôle que les tomates viennent d'Amérique. Moi, j'ai toujours représenté la tomate avec des Italiens, mais ça provient d'Amérique. Ça a pris Christophe Colomb qui a ramené la tomate pour que les Italiens puissent avoir leur sauce tomate. Nous autres, au nord-est d'Amérique, on s'est mis à cultiver les tournesols. Fait qu'on parle de blé, d'orge dans le croissant fertile, de riz, de millet en Extrême-Orient, de café en Éthiopie, de la banane dans le sud-est asiatique. Bref, la température sur Terre est hyper importante pour l'alimentation, pour l'agriculture. Sans ça, on ne peut pas en faire.